Donc, Alex est professeur à l'Université catholique de Louvain. Il est directeur du Centre de recherche en théorie des arts, co-directeur du Liebengebert Research Center for Photography. Et donc, ça fait plusieurs fois, enfin, nous avons eu des collaborations avec ce centre de recherche et ça fait plusieurs fois que nous l'accueillons à Saint-Étienne. Nous apprécions toujours qu'il fasse le trajet. Il est historien de la photographie, spécialiste de l'interdépendance entre l'image et le langage dans l'art du XXe siècle, des pratiques photographiques contemporaines. Il a aussi abondamment travaillé sur les rapports entre images fixes et images mobiles. Tu peux ajouter peut-être... tu as travaillé sur Peter Downes Brown, comment on prononce? Oui, bon, j'ai publié une monographie sur l'artiste américain Peter Downsborough, oui, voilà. qui est paru dans notre collection de livres, donc la collection du Liebengebert Center. Voilà, récemment, j'ai travaillé sur une monographie sur Victor Bergin. Voilà. Voilà. Alors, très bien. Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Donc j'ai l'honneur d'une certaine façon d'ouvrir ce colloque. Et je m'excuse tout de suite d'avoir changé le titre de ma présentation, mais je pense que la notion de embedded time, donc temps enchâssé, est beaucoup plus exacte pour décrire le type de photographie de paysage que j'aborderai aujourd'hui, à savoir des projets photographiques dans lesquels une photographie historique est placée dans son paysage environnant avant d'être refotographiée. À travers les expéditions photographiques de Mark Klett et ses collaborateurs, il s'agira donc d'étudier ou d'explorer comment les principes de la rephotographie et de l'image enchâssée permettent d'explorer les temporalités complexes et variées qui renvoient à la fois au temps du paysage et au temps de la photographie, les deux étant en constante imbrication et interdépendance. D'abord, quelques mots sur Mark Klett, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, Mark Klett est diplômé en géologie à la St. Lawrence University en 1974. Il fait un master en photographie à Rochester, New York. Il s'intéresse surtout d'abord à l'aspect technologique du médium photographique et se spécialise dans l'exploration du paysage américain dans une perspective comparatiste lorsqu'il commence vers la fin des années 1970 à se mettre sur les traces des pionniers de la photographie de l'Ouest américain. En fait, dans plusieurs projets photographiques, Klett et ses collaborateurs rephotographient systématiquement les vues photographiques de Timothy O'Sullivan, William Henry Jackson et d'autres qui, dans les années 1860 et 1870, ont participé aux expéditions administrées par le ministère américain de la guerre, dont le but était, comme vous le savez, d'explorer les régions pas ou peu peuplées dans une visée à la fois économique, militaire et scientifique. Depuis la première expédition photographique de 1977 à 1979, le point de départ est toujours le même, c'est-à-dire la réalisation d'une photographie qui reprend exactement l'angle de vue, l'éclairage et le cadrage de la photographie source pour présenter simultanément deux moments distincts du même sujet, l'un situé dans le passé et l'autre dans le présent. Le projet révèle donc un hiatus entre le site tel qu'il était dans le passé et le site tel qu'il se présente au moment où la deuxième photographie est prise. D'une certaine façon, il s'agit donc d'une projection de la diachronie sur le plan synchronique. À cette double temporalité évoquée par le procédé de la rephotographie s'ajoute plus tard un autre concept spatio-temporel, celui de l'image enchâssée, donc embedded image, qui se réfère à l'intégration de l'image source dans un panorama photographique récent, afin de superposer deux, voire plusieurs réalités historiques et temporelles. Ici, je vous montre une image tirée du DVD interactif qui accompagne l'ouvrage Third Views, Second Sights, publié en 2004. Dans ce qui suit,
je m'attacherai à montrer comment Klett et ses collaborateurs basent leur projet photographique sur ces deux concepts de réphotographie et d'image enchâssée pour proposer une nouvelle conception de la photographie du paysage qui n'est plus associée à la catégorie de l'espace et à l'idée d'une représentation atemporelle de la nature sauvage. On verra que le paysage, tel qu'il est conçu par les photographes, constitue plutôt une imbrication de différentes notions temporelles d'ordre culturel, historique, social, économique ou encore écologique. De plus, l'effet produit par le dédoublement du paysage photographique implique aussi une dimension épistémologique, car le fait qu'une autre image photographique s'intercale entre le paysage observé et le sujet observant suggère que la réphotographie ne peut plus être considérée comme une fenêtre donnant une vue directe et authentique sur la nature, comme le constate Rebecca Solnit par rapport aux images de Klett et de Wolff. Rephotographs are windows onto photography's history and time's slippage. Cette superposition de l'histoire et du temps du paysage et de l'histoire et du temps du médium photographique s'oppose aux dichotomies reçues entre nature et culture, entre paysage et représentation, ou encore entre temps naturel et temps photographique. Pour pouvoir mieux situer les projets de Mark Klett et de Byron Wolff, je voudrais d'abord m'arrêter encore un moment sur les deux concepts qui sont à la base de leurs projets respectifs: la réphotographie et l'image enchâssée. Le terme d'image enchâssée, donc embedded image, remonte à la fin des années 1960 quand l'artiste américain Michael Kirby définit ces installations photographiques comme des embedded sculptures. L'œuvre Window Piece que vous voyez ici à gauche et qui a été présentée en 1967 à l'occasion de l'exposition de groupe Schemata 7 au Finch College Art Museum à New York, est d'une telle sculpture enchâssée qui consiste en quelques photographies, un miroir et une plaque de verre transparente intégrées dans une construction divisée en 4 triangles que vous voyez ici à gauche. Et chaque triangle contient une image différente. Donc les deux photographies qui sont insérées dans les 4 triangulaires à gauche et à droite représentent respectivement une vue de l'espace intérieur et une vue par la fenêtre. Pour définir ces photographies enchâssées, Kirby constate, je le cite, « Les informations contenues dans les photographies se réfèrent aux éléments équivalents dans l'espace réel et elles enchâssent l'œuvre dans l'espace de telle manière que celle-ci ne puisse pas être déplacée sans détruire son contenu psychologique et esthétique. » Or, les objets photographiques de Kirby ne s'inscrivent pas seulement dans l'espace, mais également dans le temps. En effet, les photographies de Window Piece ne représentent pas la situation réelle de l'environnement spatial. Elles montrent plutôt cet endroit à un moment particulier, situé à l'instant précis du passé où les images en étaient prises. Il y a donc un décalage temporel croissant entre l'instant fiché de la photographie et l'expérience que le spectateur fait de l'espace réel. Ainsi, l'image photographique renvoie à la fois au moment passé qu'elle représente, la situation actuelle qui est déterminée par sa perception et conceptuellement aussi aux innombrables expériences que différents spectateurs en feront dans le futur. Cette conception d'une image enchâssée dont la complexité temporelle est déterminée par le contexte spatial et par la capacité mentale du spectateur à établir le lien entre l'objet réel et l'espace de la représentation est à la base d'une esthétique situationnelle, donc situational aesthetics, que l'artiste lui-même décrit comme suit. Un objet perçu comme œuvre d'art est situé en termes psychologiques dans un contexte culturel et historique qui détermine le caractère de son expérience. L'esthétique traditionnelle nous demande de percevoir l'œuvre d'art comme quelque chose existant hors du temps. L'esthétique situationnelle ou historique considère l'œuvre dans un contexte temporel où les éléments transsensoriels sont de première importance. L'artiste entend par éléments transsensoriels des facteurs qui sont essentiels pour l'expérience de l'art sans être une qualité de l'objet lui-même. En effet, selon Kirby, l'œuvre d'art et son expérience esthétique sont définies par
des informations extérieures à l'œuvre qui résultent du contexte historique, institutionnel, social et psychologique. En ce qui concerne la représentation du paysage, on verra en effet que l'image enchâssée ne se réduit pas au temps et ne se réduit pas non plus au temps suspendu de l'esthétique formaliste, ni au temps révolu de l'image documentaire. Le temps multiple du paysage enchâssé est moins défini par les éléments inhérents à l'image, ses formes ou son contenu, qu'il est déterminé par des facteurs extérieurs, d'autres images, des relations, des perceptions humaines, de formes de médiation, etc. En ce qui concerne la rephotographie, il faut d'abord constater que le principe est très simple. Donc, selon la définition la plus succincte, on parle de rephotographie lorsque une ou plusieurs images du même sujet sont faites spécifiquement pour répéter ou refaire une image existante. En tant que méthode utilisée en géographie pour étudier le mouvement des glaciers, ce procédé remonte à la fin du XIXe siècle. C'est cependant dans la deuxième moitié des années 1970 que la rephotographie devient un véritable outil utilisé par des photographes et des artistes pour explorer systématiquement les changements environnementaux, sociaux, économiques et autres liés au passage du temps. Nous connaissons tous la série photographique Les Sœurs Brown de Nicholas Nixon, qui depuis 1975 réalise chaque année une image de son épouse et de ses 3 sœurs pour présenter un portrait dynamique et intime des 4 sœurs face à l'écoulement du temps. Et si vous avez encore l'occasion d'aller à Berlin d'ici début décembre, n'hésitez pas à visiter l'exposition rétrospective de Nixon au musée CO à Berlin, donc qui est vraiment extraordinaire. Les images de la série Aftermath de Frank Goelke, en revanche, documentent l'avant et l'après d'un lieu ravagé par une catastrophe naturelle pour interroger les relations entre nature et culture, entre entropie et ordre. Et le cas de Jerry Levine me semble particulièrement intéressant puisque ici, la rephotographie ne représente pas un sujet ou un lieu réel, mais une image existante dont elle est la copie. En rephotographiant non un paysage réel, mais une photographie du paysage, Levine se réfère à une réalité spatio-temporelle, historique et culturelle. Ici, la photographie d'Andreas Feininger, qui évoque une période particulière de l'histoire de la photographie, le modernisme, et sa tendance de vouloir transformer la nature en une composition originale et autonome. Comme l'a fait remarquer Rosalind Krauss, Levine utilise la méthode de la rephotographie pour opposer aux notions modernistes d'authenticité et d'originalité les concepts postmodernistes de copie et de reproduction. Le paysage moderniste, en tant qu'interprétation originale d'un lieu unique, n'est en vérité qu'une construction esthétique basée sur un concept historique de paysage et non sur l'expérience authentique de la nature. D'une certaine manière, le concept ou le projet Second View, The Rephotographic Survey Project, réunit les 2 procédés de rephotographie que je viens de présenter, donc la répétition du même paysage à un moment différent et la répétition d'une image photographique historique. En effet, Mark Klett insiste sur le fait que le projet Second View révèle à la fois l'évolution du paysage au fil des siècles et l'évolution de la photographie en tant que médium de représentation. De 1977 à 1979, Mark Klett et ses collaborateurs réalisent plus de 120 clichés sur la base de sources photographiques du XIXe siècle. Comme je l'ai déjà indiqué, il s'agit d'images que des photographes comme William Henry Jackson, Timothy O'Sullivan ou Alexander Gardner ont fait dans le cadre d'expéditions géographiques qui avaient pour but d'explorer les territoires de l'ouest des États-Unis dans des finalités politiques, économiques et scientifiques. Historiquement,
Le projet de Klett s'inscrit dans une brève renaissance des expositions photographiques dans les années 1970, grâce à un fonds spécifique mis en place par le Visual Arts Program of the National Endowment of the Arts. Le but de ce projet, donc le RSP, était triple. Premièrement, il s'agissait de documenter les transformations naturelles et culturelles que l'Ouest américain a subies depuis les premières expéditions photographiques de 1866 à 1879. La comparaison de deux images était censée révéler l'impact majeur de l'exploitation minière, de l'urbanisation, du tourisme, des effets climatiques, etc., pour comprendre les interactions entre l'évolution humaine et l'évolution de la nature. Ici, par exemple, vous avez une image de Timothy O'Sullivan de 1867. On voit dans la deuxième image donc, du Rephotography Project, on voit que le niveau d'eau du lac a baissé de la sorte que les trois rochers émergent qui émergent de manière pittoresque dans l'image à gauche, révèle maintenant le substratum sableux sur lequel il repose. Ou encore ici, les mines de Comstock et les maisons de miniers de la première image ont disparu complètement. C'est évidemment qui donne des informations, des indices sur la fin de l'exploitation des mines et l'abandon du site par la suite. Ici, c'est plutôt le contraire. Donc, le paysage sauvage se transforme en une sorte de terrain civilisé. Donc, la montagne et le rocher majestueux se transforment plutôt ou devient une sorte de coulisse pour la vie quotidienne d'un petit village. Et ici, un dernier exemple. Donc, le geysir de Hot Springs est devenu une attraction touristique majeure de la région. Contrairement aux pionniers des expéditions photographiques du XIXe siècle, Klett et ses collaborateurs ne prétendent pas croire pouvoir représenter et apprivoiser une nature sauvage, mais dans le sillage de l'exposition légendaire New Topographics organisée en 1975 à la George Eastman House de Rochester et réunissant des photographes tels que Louis Peltz, Joe Dell, Nicholas Nixon et Stephen Shore, ou encore Robert Adams ici. Le RSP s'intéresse davantage aux paysages modifiés par l'homme, ou plus précisément au glissement de la conception de la photographie comme outil neutre de la représentation d'un état de nature originelle vers la conception de la photographie comme un procédé d'interprétation face à un paysage culturel. Par conséquent, un deuxième but du projet était de fournir des informations et de nouvelles connaissances sur la photographie de paysage du XIXe siècle en termes d'angle de vue du photographe et d'éclairage. En effet, il s'avère souvent difficile de trouver le point de vue exact d'où la photographie a été prise ou voilà, le moment précis dans la journée ou dans la saison qui correspondent au jeu d'ombre et de lumière dans la photographie source. En reconstituant, par exemple, comme ici, le point de vue exact à partir duquel Timothy O'Sullivan a photographié une formation de rochers dans la vallée de Weber, le photographe Rick Dingus a pu démontrer que son dévancier a manipulé le cadrage au moyen d'une inclinaison de l'appareil d'environ 10 degrés. Donc ici à droite, vous voyez donc la photographie de Rick Dingus, et donc il montre un peu par le cadre qui marque voilà, l'inclination de l'appareil. C'est donc ce cadre noir qui marque la manière dont O'Sullivan a manipulé son appareil. Une troisième finalité poursuivie par l'équipe du RSP est d'explorer la dialectique complexe selon laquelle le moment fixé par l'image photographique et l'évolution du paysage à travers les siècles se croisent et entrent en dialogue. Comme le constate Mark Klett, la juxtaposition de la source photographique et le paysage réphotographié fait en sorte que, conceptuellement, les deux ne constituent plus des représentations autonomes d'un instant unique et singulier. Se prolongeant au-delà
de leur cadre temporel spécifique, ils s'inscrivent dans un réseau temps-image continu, un ongoing time image network, et on pourrait mettre ça en relation avec ce qui a été dit par rapport à l'intertextualité tout à l'heure. Ce qui suggère par ailleurs évidemment le changement, l'idée du changement permanent. Réalisé 20 ans après l'expédition Second View, le projet Third View Second Sight poursuit cette recherche sur l'évolution des paysages du Ouest américain au moyen des allers-retours du passé, entre le passé et le présent. Comme le constate Byron Wolf, le rajout de la troisième vue suggère l'idée d'un continuum attribuant ainsi à la réphotographie la fonction d'une animation en accéléré, donc d'une time-lapse animation. De 1997 à 2000, Klett et son nouvelle équipe arpentent les sites visités une vingtaine d'années auparavant pour mettre à jour et pour élargir le projet initial. En réagissant autant au mouvement environnementaliste des années 1990 qu'aux nouvelles possibilités technologiques de l'image numérique, le Third View Project vise à documenter le rythme non synchronisé et imprévisible entre l'évaluation du temps et le changement réel du paysage. En effet, la comparaison des trois images du même lieu, prises à des intervalles irréguliers, révèle un décalage évident entre le passage du temps et l'altération de la nature. Alors que certaines séquences montrent que quasiment rien n'a changé depuis le XIXe siècle, d'autres témoignent des mutations massives que certains paysages ont subies lors des 20 dernières années, et d'autres encore, plus rares, font état de la tendance inverse, c'est-à-dire des cas où la nature a repris ses droits sur des sites abandonnés. Autrement dit, le Third View Project témoigne encore davantage des interventions de l'homme dans la nature par l'administration de terres, par la conscience pour des écosystèmes, par des populations croissantes ou encore par des abus humains. Mettant l'accent sur l'interaction entre l'homme et la nature, le nouveau projet dépasse cependant largement la présentation conceptuelle et documentaire du Second View. Ce dernier était encore limité à la juxtaposition de la photographie source avec la réphotographie, les deux accompagnés de légendes purement descriptives. Dans Third View Project, les expériences des membres de l'équipe durant ces expéditions et leurs rencontres avec les habitants du lieu font partie du projet et sont documentées sous forme d'un carnet de notes de terrain vers la fin du livre. Ici, par exemple, on voit Frank Catalan, qui est un habitant de Echo, et donc voilà, il est owner and operator of the town's only café and gas station, head of the local water board, president of the historical society, possible mayoral candidate, and owner of the land where Pulpit Rock stood. Donc en principe, on a l'impression que ce village consiste en une seule personne, qui est Frank Catalan. Et alors, ici, vous voyez une autre image qui représente voilà, un cheval sauvage tué dans un accident. On voit la route, une voiture qui passe, et on voit aussi, voilà, ici, l'auteur décrit ce qu'il a vécu le vendredi 10 juillet 1998. Dans une note du mercredi 7 juillet 1999, William Fox note dans son carnet que la nouvelle expédition ne correspond plus aux observations historiques neutres du dernier projet, du Second View, mais constituerait plutôt une sorte de rehistoring du Ouest américain. It seems less like the neutral history observations of last year and more to do with the rehistoring. En effet, l'acte de refaire l'histoire passe aussi par l'intégration d'histoires personnelles, des mythes personnels, les histoires mythologiques qui circulent dans la région. Le challenge le plus important, nous confie Mark Klett dans son introduction, n'est pas de découvrir des paysages nouveaux, mais de découvrir de nouvelles histoires. Aux photographes de paysages en tant que scientifique et documentariste s'ajoute donc voilà, le photographe comme narrateur ou conteur. Oh là là,
Bon, excusez-moi, c'est un screenshot, donc excusez la mauvaise qualité. Donc, en effet, cette nouvelle orientation est aussi une réponse à la question comment la technologie numérique change l'approche au paysage du Ouest américain. Le fait de pouvoir réunir sur un site internet ou un DVD les matériaux et les médiums les plus divers tels que le son, la vidéo, des images fixes et des dessins offre en effet de nouvelles possibilités d'intégrer les photographies et des paysages dans un réseau vaste et interactif, multisensoriel, comme l'a évoqué Daniel Méo tout à l'heure. Donc ici, en principe, je vous montre comment ça fonctionne dans le site. Alors, on entre dans le site. Après, il y a ici une séquence d'images qui est présentée. On peut commencer le voyage. Il y a une carte. On peut cliquer sur les points jaunes et verts pour finalement découvrir le site. Donc, à nouveau, il y a une bande d'images où on peut zoomer, on peut passer d'une image à l'autre. Ici, d'abord, les images du 19e siècle, après une vue récente avec voilà, l'image ancienne enchâssée et un petit texte. Et ça continue à la fin, voilà, pour l'anecdote, voilà, une rencontre avec un dinosaure, donc un parc d'attractions. Et alors, ici, évidemment, c'est plutôt l'histoire du site qui est racontée. Là, la même chose, donc une vue prise par une caméra de vidéo, l'image inclinée de Sullivan, d'autres images du plan et finalement notre Franck catalan qui est aussi bien pressant. Et donc, en effet, ici, une image particulière, donc le Time Reveal Window, qui fait aussi partie du DVD, qui finalement est un procès numérique développé pour la version numérique interactive du Third View et qui représente une innovation qui, selon Klett, offre une approche dramatique de visualiser le temps. Il s'agit en effet d'une fenêtre virtuelle qui s'ouvre par un clic de souris et qui, à l'intérieur d'une image ancienne, donne vue sur ce que représente le paysage à l'heure actuelle. La possibilité de déplacer cette fenêtre à l'intérieur de l'image source permet de comparer chaque détail du paysage d'aujourd'hui avec le contexte dans lequel il se situe dans l'image de source. Ce floating window, donc cette fenêtre flottante, suscite donc chez le spectateur un sentiment de changement continu et dynamique que la simple juxtaposition de deux images ne pourrait pas évoquer. Le fait qu'il ne s'agit pas d'un cadre neutre, mais d'une window qui ne cache pas sa fonction en tant que système d'exploitation de Microsoft suggère de surcroît que, technologiquement, on est passé d'une nouvelle logique à une nouvelle logique spatio-temporelle qui est celle de l'ordinateur et des images numériques. Cela correspond parfaitement aux observations que Anne Friedberg a faites au sujet des mutations radicales de l'organisation spatio-temporelle à l'ère de l'image électronique. Dans son ouvrage The Virtual Window, Fried écrit que c'est au moment même où la fenêtre de l'ordinateur a commencé à inclure dans un seul et unique cadre des perspectives multiples qu'émergea une nouvelle sensibilité spatio-temporelle d'ordre fragmenté, multiple, simultané et mobile. Dans cette perspective, le Time Reveal Window serait donc une réponse à la question de ce que pourrait être la fonction et la place de la photographie du paysage à l'ère du numérique, c'est-à-dire à une époque dans laquelle le temps cesse d'être conçu comme une évolution linéaire et continue en faveur d'une stratification et d'une condensation de plusieurs couches temporelles perçues simultanément. Dans leurs projets les plus récents, Yosemite in Time et The Reconstructing the View, Klett et Wolf réintroduisent cette expérience d'un espace fragmenté, dynamique et condensé dans une image photographique fixe, ou plus précisément dans un montage photographique panoramique.
Déjà en 1990, Klett a refotographié le panorama de 360 degrés que Edward Muybridge avait réalisé de San Francisco en 1878. En fait, il semble que Mark Klett s'intéressait surtout au hiatus entre la vision totale d'un espace homogène continu et une structure temporelle fragmentée due au fait que Muybridge a monté les panoramas à partir de 13 photos prises à des moments différents au cours de 7 heures. Ce n'est cependant qu'à partir des années 2000 que les panoramas deviennent des véritables laboratoires et expositions du temps. Après avoir terminé le projet Third Project, Klett et Wolf s'engagent donc dans une nouvelle expédition photographique qui les mènera au parc naturel de Yosemite, l'un des sites naturels les plus visités aux États-Unis. À nouveau, c'est Muybridge qui est le point de départ avec une série de clichés grand format réalisés en 1872. En cherchant les points de vue à partir desquels Muybridge a fait ces photos, les deux photographes se posent la question comment combler l'écart entre deux images prises d'un même site, mais de deux points de vue distincts. La solution était de réaliser une série de photos sur site qui, mises bout à bout, permettaient de meubler le vide entre les deux images de Muybridge, formant ainsi le montage panoramique d'un espace continu. Or, le but n'était pas de dissimuler le caractère fragmentaire et désynchronisé du panorama. Au contraire, c'était justement la confrontation de différents temps et couches historiques que les photographes voulaient mettre en lumière. Et pour cela, les bords des images ne sont pas parfaitement alignés et le ton sépia des deux tirages de Muybridge se distingue nettement du noir et blanc des photos contemporaines. Mais qui plus est, une femme apparaît 2 fois dans le panorama dans 2 images différentes. Il s'agit de l'historienne de la photographie Rebecca Solnit, qui, dans la 4e photo de gauche, est représentée en short, lisant un livre de Leconte publié en 1870, alors que 4 images plus loin, elle est montrée de dos, portant cette fois une chube, le regard dirigé vers elle-même, en train de lire, donc en lectrice. Dans l'essai publié dans le livre pour accompagner les images, Solnit décrit la complexité temporelle de ces champs de panorama où plusieurs moments fragmentés se retrouvent réunis dans un espace unique, comme suit. Je lis donc If time was space, it seemed possible to fold it so that times came closer to one another, so that you could see Wednesday from Tuesday and 1872 from 2001. Ce procédé de déplier et de replier l'espace pour révéler les stratifications temporelles contenues dans les paysages et ces représentations atteint finalement son paroxysme avec le panorama de Tenaya. Non seulement que différentes strates temporelles soient juxtaposées et superposées, mais également les photographies intégrées ou enchâssées dans l'image de fond contemporaine sont imprimées à différentes hauteurs. Ayant tous travaillé au parc Yosemite à des moments différents dans l'histoire, Edward Muybridge, Ansel Adams et Edward Weston se donnent rendez-vous pour compléter un panorama qui, dorénavant, ne permet plus seulement de découvrir l'évolution du parc à travers le temps. Ils proposent, de surcroît, un commentaire sur l'histoire de la photographie de paysage aux États-Unis en confrontant les approches différentes de 3 photographes qui ont marqué l'histoire de la photographie. Comme Solnit le résume de façon succincte, Times and Visions layer and collide. Alors que Solnit insiste sur le caractère cubiste de ce genre de panorama enchâssé, il peut être plus approprié de suivre la piste qu'elle nous signale lorsqu'elle souligne le caractère postmoderniste du parc de Yosemite. Selon l'auteur, ce dernier relève du simulacre parce que la restauration par les écologistes du National Park Service aurait été effectuée à partir de photographies anciennes
c'est-à-dire non sur la base d'un état naturel du parc, mais selon la manière dont le parc est représenté dans des images. En effet, les panoramas de Klett et Wolf révèlent ce processus selon lequel une image renvoie toujours à une autre. À cet égard, il se rapproche de l'art appropriationniste de Sherry Levine. Or, il y a encore un autre aspect postmoderniste qui concerne le problème du temps. Pour décrire le concept de temps à la base des panoramas enchâssés, Solnit cite Borges de sa nouvelle « Le jardin au sentier qui bifurque ». Dans ce texte, Borges écrit « Il croyait à des séries infinies de temps, à un ruisseau croissant et vertigineux de temps divergents, convergents et parallèles. Cette trame de temps qui s'approche, bifurque, se coupe ou s'ignore pendant des siècles embrasse toutes les possibilités. » Il s'agit donc d'un temps démultiplié et stratifié, un temps non linéaire qu'on ne peut décrire qu'en utilisant des métaphores spatiales. Fragmentation du temps, coexistence des couches temporelles, multiplication d'histoires. Voilà ce que Frederick Jameson a diagnostiqué pour la culture postmoderne en vue du passage d'une conception linéaire et temporelle vers une conception spatiale. Pour conclure, je voudrais souligner que les méthodes de l'image enchâssée, donc du embedded image, et de la rephotographie ont deux fonctions bien distinctes. D'une part, le principe de l'image enchâssée concerne plutôt le plan synchronique, parce qu'il permet de contextualiser la photographie individuelle en la situant dans un contexte plus large, comprenant les environs du paysage photographié, mais aussi les différentes histoires personnelles et mythologiques d'un site particulier. D'autre part, le procédé de la rephotographie intègre l'image dans un processus temporel historique selon lequel le présent renvoie toujours aussi au passé et au futur. Or, on l'a vu, il serait erroné de vouloir distinguer les méthodes de manière catégorique. Dans le projet Yosemite in Time, les deux s'enchevêtrent et contribuent ainsi à une conception du temps complexe, non linéaire, qui prend en considération de changements naturels et culturels de paysage, tout en tenant compte de l'histoire de la photographie et du rôle que le médium joue dans différents moments de l'histoire lorsqu'il s'agit de s'approprier un paysage, de l'explorer, de l'exploiter ou de le transformer en image esthétique. Merci. Donc, merci beaucoup Alexander pour cette intervention que j'ai trouvée extrêmement riche et qui ouvre bien nos débats. Donc, il me semble que tu as extrêmement bien montré la manière dont finalement le fait de montrer une interaction entre espace et temps dans une forme de continuité et d'intrication continue ne peut se passer finalement de la combinatoire des images et des représentations et de leur dialogue. Ceci par le biais du numérique, mais également par le biais d'autres formes de combinatoires, telles que celle du panorama. Donc finalement, ce n'est pas les ressources nécessairement du numérique qui innovent en ce domaine. Donc, je crois qu'effectivement, l'image seule peine à fonctionner de la sorte. Après, alors c'est sûr qu'une telle vision du temps, de l'espace-temps, rompt avec le paradigme moderniste, comme tu l'as plusieurs fois signifié. Faut-il dès lors parler de postmodernisme? C'est la question que je me pose un petit peu, parce que finalement, est-ce que ça relève d'une conception postmoderne, ou que ce soit après le modernisme ou en rupture avec le modernisme, ça nous sommes d'accord. Est-ce que le terme de postmodernisme est nécessaire? Bon, il n'est pas nécessaire. Bon, disons que par rapport à ce terme de postmodernisme, moi, j'ai un point de vue assez pragmatique, c'est-à-dire que pour moi, c'est un discours, le postmodernisme. C'est pas
phénomène, ce n'est pas voilà, une période historique, mais c'est un discours. Et ce discours avait bien lieu. Il avait lieu à partir de la fin des années, au milieu des années 70, et surtout dans les années 80. Et donc, je me réfère au discours postmoderniste. Et dans ce discours postmoderniste, il y a certains théoriciens, comme Rosalind Krauss, comme Frederick Jameson, et bien d'autres, qui ont bien défini ce qu'ils considèrent voilà, une culture postmoderne, ou Lyotard, évidemment. Et donc, par rapport à ce discours, il y a des concepts, il y a des théories, des éléments théoriques qui me semblent particulièrement intéressants par rapport à ce genre de photographie de paysage. Donc, c'est pour ça que j'ai évoqué aussi Jerry Levine, qui est associé, évidemment, par Krimp, Krauss et d'autres à ce courant postmoderniste. Voilà, où il s'agit plutôt de montrer à quel point une image ne se réfère pas à l'objet réel, mais à une autre image, etc. Tout ça est déjà aussi évoqué, donc on est aussi un peu dans cette idée de l'intertextualité, de la mort de l'auteur, de Barthes, etc. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose qui est là, qui a été aussi évoqué par Solnit, mais je pense que là, elle n'est pas encore assez loin. Et il y a aussi cette idée qu'on passe d'une logique ou d'une logique temporelle vers une logique plutôt spatiale, ou plutôt vers une spatialisation du temps. Donc ça apparaît aussi assez souvent dans ces discours postmodernistes, et que je trouve qui est aussi bien présent ici dans le projet de Klett et ses collaborateurs. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Nous avons un petit peu de temps, pas beaucoup, mais un petit peu. Je ne vois pas bien la salle, oui, personnellement. On a beaucoup de lumière. Jordi, tu peux peut-être prendre le micro s'il y a des gens qui... Il est où le micro baladeur? C'est le micro bleu. Ok. Merci. On va bronzer. Oui, c'est ça, on va bronzer ça. Merci de votre intervention. Il y a plusieurs choses qui me posent question. Derrière, il me semble qu'il y a une logique d'écriture d'image. Construction du paysage avec une logique d'écriture d'image qui fonctionne en employant des mots traditionnels par le montage, le coupage, le redécoupage, etc. Et qui est là aussi pour donner une espèce de profondeur. En général, quand on parle du temps pour parler de cette profondeur, on parle de durée. Je ne sais pas quel mot correspondrait, d'après ce que j'ai compris, à la logique qui se développerait. Pour l'espace, quel serait le mot qui correspondrait à celui de durée? Alors, je dis ça parce qu'il y a quelque chose de très bergsonien dans votre intervention. Et vous savez qu'une des critiques fondamentales que formulait Bergson dans notre rapport au temps et au monde, c'est qu'on spatialisait justement le temps et qu'il produisait ce concept de durée pour réintroduire la conscience intime du temps, pour employer l'expression d'un autre philosophe, et que cette question-là me paraît importante parce qu'elle est là pour introduire la profondeur. Vous parlez de strates, mais les strates, on peut les considérer que comme dans un dessin de géologue, puisque Klett était fondamentalement géologue au départ. C'est qu'un état de fait, et on fait une coupe stratigraphique, si je puis dire, et on relève les états de fait. Et la profondeur évolutive, il faut la reconstruire. Et peut-être que ça passerait par... je dis ça, c'est une forme d'hypothèse question. Ça passerait par l'avènement d'un concept équivalent à celui de durée, pour le temps, au niveau de l'espace. Donc en fait, il y a deux points de vue. La logique d'écriture, est-ce qu'il y a bien une écriture paysagère, donc qui tiendrait compte du temps, qui est mise en œuvre dans les différents projets que vous voulez, et puis quel répondant à cette notion de durée pour le temps, en tout cas en photographie. Oui, oui, je vois, et je suis assez d'accord. Bon, disons que... je ne suis pas sûr si on peut... si je vais, voilà, peut-être j'ai mal compris, mais vous dites que voilà, quel serait le concept pour l'espace
qui est celui de la durée pour le temps. Oui, voilà, on a évoqué la question des strates, etc. Bon, pour les strates, c'est probablement pas, ou la stratification, les strates, c'est pas forcément le concept qu'on pourrait utilisé ou qui est comparable au concept de durée, justement parce que je pense que voilà, Bergson, il s'est opposé radicalement à Muybridge et cette idée de la chronophotographie et qu'on peut disséquer le temps en plusieurs moments qui se suivent, etc. Donc ça, c'est pas la durée de Muybridge. Par contre, les strates, si on pense en strates, on pense quand même, voilà, en des niveaux ou des couches bien distinctes une de l'autre. Donc ça c'est plutôt Muybridge et pas forcément Bergson. Mais je n'ai pas d'autres notions, d'autres concepts que je pourrais associer, voilà, proposer d'utiliser qui fait écho au concept de la durée. Mais c'est quelque chose qu'on pourrait éventuellement, voilà, qu'on pourrait tout à fait créer, oui, c'est ça. Merci en tout cas. C'est incroyable. Ça. On ne voit rien, donc de toute façon. D'autres questions ? Moi, je vais bien en poser une. Dans le dernier ouvrage, on voit que Rebecca Solnit a accompagné Byron Wolfe et Mark Lett. À quel point, finalement, c'était le retour sur place et l'expérience de terrain en dehors du projet photographique qui les intéressait? Pourquoi Rebecca Solnit, qui, je ne sais pas, n'a probablement pas participé aux prises de vue, était présente avec eux? Est-ce que c'est expliqué dans l'ouvrage? Oui. Alors, donc, dès le début voilà, déjà dans le premier projet, il n'avait pas seulement... Donc là, il n'avait pas encore Wolfe, il y avait Lett et d'autres personnes qui n'étaient pas forcément des photographes. Il y avait des photographes, il y avait des géologues, il y avait des auteurs, des écrivains. Donc ça, c'était très important pour voilà, avoir une expérience un peu plus large du site. Par contre, dans le premier projet, les autres ne sont pas vraiment intervenus, c'est-à-dire que c'était quand même un projet photographique et aussi voilà, scientifique, dans le sens qu'il s'agissait aussi d'étudier un peu le changement qui avait lieu dans ce site. Par contre, le third view, là c'est différent parce que ça commence déjà à devenir vraiment différent parce que tout d'un coup, il y a aussi une sorte de storytelling qui est vraiment appliquée, qui se trouve déjà dans le livre, mais encore comme une sorte d'annexe, mais qui se trouve surtout dans le DVD interactif, où on peut découvrir des histoires, où par exemple voilà, les collaborateurs racontent un peu ce qu'ils ont vécu. Donc là, le vécu du paysage devient de plus en plus important. Et finalement, dans Yosemite in Time, Rebecca Solnit, c'était elle qui a finalement encouragé Klett et Wolfe de faire ce voyage. C'est elle qui a travaillé sur Muybridge, donc en tant qu'historienne de la photographie, et qui leur a montré, présenté ces photos de Muybridge du site. Et donc, c'est à partir de ce moment-là, il s'est dit, OK, là, on va le faire. Alors, ils sont y allés, ils ont fait des photos, et elle a accompagné le projet comme, voilà, comme expert de Muybridge, et elle a contribué les textes au livre. Qui, dans ces cas-là, il s'agit d'un mix, un mélange, finalement, de récits personnels et de textes scientifiques sur le projet. Et donc, c'est à ces moments-là où elle intervient. On va peut-être enchaîner sur l'intervention de Frédéric Mouquet, donc j'invite à nous rejoindre. Enfin, tu vas peut-être lui laisser la place. Merci beaucoup. On n'a peut-être pas applaudi. On n'a pas applaudi. Ah.